Conseil des ministres ce mercredi au palais présidentiel, une rencontre qui met un terme aux vacances des membres du gouvernement. Plusieurs sujets dont la vie chère et l'emploi jeune ont été abordés à ce Conseil des ministres de rentrée. La BAD est définitivement de retour en Côte d'Ivoire après 11 ans d'absence. Comment ce retour a-t-il été effectué? Quelles en sont les grandes articulations? Nous en parlerons dans ce journal. À l'étranger, le terrorisme islamiste gagne du terrain sur le continent. Les dirigeants africains tentent de faire face à cette situation à Nairobi, au Kenya. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les membres du gouvernement ont repris le travail après 2 semaines de vacances. Il s'est tenu à cet effet ce mercredi un conseil des ministres dirigé par le président de la République, Alassane Ouattara. La dette intérieure, le coût de la vie, l'emploi jeune et bien d'autres sujets ont constitué le menu de ce conseil. Jérôme Kofi Aboulin. Avec ce conseil des ministres, il s'en est terminé pour ce qui est du congé des membres du gouvernement. Et comme pour rattraper le temps passé lors de ces vacances, c'est à profusion que les décisions pour la marche de l'État ont été prises au cours de cette rencontre. L'une de ces décisions, choisie en guise d'illustration, porte cadre organisationnel sanitaire en vue d'un renforcement plus accru de la campagne de sensibilisation et de prévention face à la maladie à virus Ebola qui sévit dans des pays voisins. Ce décret vise surtout à consolider les mesures qui jusqu'à présent ont été prises de façon un peu éparse pour préserver notre pays. Ce cadre comprend un comité de veille, un comité national de lutte contre l'épidémie, une cellule d'action immédiate et des comités locaux qui sont dans tous les départements de notre pays. Tout cela va être mis en place et tout cela, nous le pensons, va permettre d'apporter une réponse encore plus efficace, puisque là il s'agit de personnes qui vont être à 100% dans la prévention premièrement et éventuellement dans la lutte contre la maladie à virus Ebola sur, je le rappelle, l'ensemble du territoire ivoirien. À l'entame du Conseil, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a réaffirmé le même engagement et la même détermination qui caractérisent toujours les membres du gouvernement à la tâche. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'ensemble des membres du gouvernement entend ainsi vous réaffirmer leur ferme engagement à œuvrer sans relâche pour l'atteinte des objectifs fixés par votre Excellence et plus globalement pour la réalisation de votre grande ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Le président de la République, Alassane Ouattara, réagissant, a souhaité bon retour au travail. Je vous retrouve tous ce matin après 2 semaines de congé bien mérités. Je sais que ces derniers mois ont été particulièrement intenses pour chacune et chacun de vous et je crois que c'était tout à fait indiqué que vous puissiez avoir quelques jours de repos pour vous-même et surtout d'être avec vos familles. Je suis sûr que vous avez profité de ces congés et que nous allons maintenant reprendre le travail, accélérer le rythme et donner satisfaction à nos concitoyens. Voilà, bonne arrivée et au travail. La fièvre Ebola continue de faire de nombreuses victimes, notamment en Afrique de l'Ouest. On note à ce jour plus de 1900 décès causés par la maladie. Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme et dénonce la faiblesse de la riposte internationale. C'est un cri d'alarme que Joanne Liu, la présidente de Médecins sans frontières, lance à la tribune des Nations Unies. Un réquisitoire contre l'inaction de la communauté internationale face à Ebola. En 6 mois de la pire épidémie d'Ebola de l'histoire, le monde est en train de perdre la bataille pour la contenir. To come to grip with this transnational threat. In West Africa, cases and deaths et le décès ne cessent d'augmenter. Des émeutes éclatent, les centres d'isolement sont dépassés. Tom Frieden est le directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies d'Atlanta, une référence en la matière. Il dresse le même tableau, très sombre. Le nombre de cas continue à augmenter et il augmente désormais très rapidement.
Il est encore possible de réduire le fléau, mais la fenêtre d'opportunité pour agir est en train de se refermer. C'est maintenant que nous devons agir pour intensifier la réponse. L'épidémie risque de toucher 20 000 personnes, prévient l'Organisation mondiale de la santé. Et au rythme de contagion actuel, il faudra 6 à 9 mois pour la maîtriser. L'ONU s'inquiète désormais des pénuries alimentaires qu'elle pourrait provoquer. Il y a beaucoup de restrictions en termes de mouvement, de circulation des personnes, de circulation des marchandises, du commerce. Tout cela a un impact sur les prix, mais aussi sur la disponibilité de la nourriture. En 6 mois, Ebola a tué plus de 1500 personnes, la moitié des malades recensés. La BAD, la Banque africaine de développement, vient de signer son retour définitif en Côte d'Ivoire. L'institution avait été délocalisée à Tunis en 2003. Comment ce retour a-t-il été possible? Quelles sont ses grandes articulations? On en parle dans ce reportage signé Jean-Jacques Kwame. Cela fait 11 ans que la Banque africaine est obligée, par la crise, de quitter la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la banque est officiellement de retour dans la capitale ivoirienne. Son siège depuis 1964. Un siège que la Banque africaine de développement BAD a quitté en février 2003 pour être délocalisé à Tunis, en Tunisie. La raison, l'insécurité due à une crise armée déclenchée en septembre 2002. Le président de la BAD était le Marocain Omar Kabadj. Il part de l'institution en 2005 et est remplacé par le Rwandais Donald Kaberuka. 7 ans après le départ de la BAD, la Côte d'Ivoire accueille les 45e assemblées annuelles. L'événement se déroule à Abidjan du 24 au 28 mai 2010. La crise ivoirienne a déjà pris fin. Devant le succès de l'organisation, les autorités ivoiriennes demandent le retour de l'institution. Le Rwandais Donald Kaberuka entame son 2e mandat à la tête de la BAD. 30 mai 2013, à Marrakech, au Maroc, les conseils des gouverneurs de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de développement décident, lors de leurs réunions annuelles, du retour de la BAD à son siège à Abidjan. Cette décision fait suite à l'approbation de la feuille de route préparée par la direction de l'institution pour le retour de la BAD à son siège. En effet, c'est au cours des réunions annuelles tenues à Arusha, en Tanzanie, en 2012, que le chef de l'État, Alassane Ouattara, a fait un plaidoyer pour le retour de l'institution en Côte d'Ivoire. L'appel a été entendu car, au cours de ces assises, les conseils des gouverneurs ont instruit la direction de la BAD de préparer une feuille de route pour un retour ordonné et planifié de l'institution à son siège. En donnant son aval à la feuille de route à Tokyo, au Japon, en octobre 2012, le comité consultatif des gouverneurs a recommandé son approbation par le conseil des gouverneurs, ouvrant ainsi la voie du retour de la BAD à son siège. 9 octobre 2013, les autorités ivoiriennes remettent officiellement les clés de l'immeuble CCIA à la BAD après plusieurs mois de travaux de réhabilitation financés par l'État de Côte d'Ivoire. 17 mars 2014, à la faveur d'Africa CO, un forum qui se tient à Genève en Suisse, Donald Kaberuka déclare devant le monde de la finance le retour de l'institution à Abidjan avant la fin de l'année. Et le 19 août 2014, à Abidjan, au cours d'une conférence de presse, Donald Kaberuka annonce le retour de la BAD en Côte d'Ivoire après 11 ans et 5 mois de délocalisation en Tunisie. La quinzaine de la solidarité a débuté le 25 août et va prendre fin le 12 septembre prochain. Pour marquer cette période, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a initié une rencontre. La conférence est tenue à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Thème choisi, rôle et place des mécanismes traditionnels de solidarité dans notre société. Ami Sissoko, Thérèse Kofi. La société ivoirienne a plus que besoin de solidarité. Pour renforcer la cohésion entre les composantes de cette société, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant veut promouvoir notamment les alliances interethniques et les rites initiatiques. Une conférence donc autour du thème « Rôle et place des mécanismes traditionnels de solidarité dans notre société ». Il existe dans nos sociétés africaines des mécanismes de solidarité. Certains sont de type religieux, les initiations par exemple.
certaines sont dites économiques, les formes d'entraide. Notre culture et nos civilisations contiennent des mécanismes de règlement des conflits et qu'il ne faut pas les oublier. Pour le conférencier, le professeur François Kwakungesan, la notion de solidarité est aussi un processus d'entraide et de partage. Des valeurs que les participants ne comptent pas perdre de vue. Je suis sénoufo par mariage. Je suis donc de Bonérier-Dougou. Si je ne me préoccupe que de Abidjan et que je ne me préoccupe pas de Bonérier-Dougou, que me diront mes frères un jour? Qu'as-tu fait pour nous et la réussite de notre pays? La réussite pas aujourd'hui, pour nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. C'est la solidarité qui nous permettra d'y arriver. Il faut aujourd'hui que chacun prenne conscience que la solidarité, c'est moi, c'est toi, mais c'est nous tous. Chacun doit pouvoir regarder son voisin, son frère. Chacun doit pouvoir aider même un inconnu qui est dans le besoin. Face à la mondialisation, le respect et la promotion des valeurs traditionnelles de solidarité deviennent une nécessité en vue de l'unité nationale. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique prépare activement la rentrée scolaire prévue le 15 septembre prochain. Il a organisé aujourd'hui à Grand-Bassam un séminaire, une rencontre pour présenter son plan d'action prioritaire au titre de l'année 2014-2015. Connu par Gassoro, Serge Gongomé. Pendant 2 jours, les directeurs centraux, les chefs des services rattachés, les directeurs régionaux et départementaux doivent se pencher sur l'environnement moral de l'école. Il s'agit pour les différents acteurs du système éducatif d'apporter des réponses à toutes les formes de nuisances aux alentours des écoles, mais aussi à la fraude et à la tricherie. Pour la ministre Kandia Kamara, ce séminaire doit permettre de cibler les actions prioritaires pour l'exercice 2014-2015. Aujourd'hui, il nous appartient de croiser nos regards sur ce que nous attendons des directions régionales et départementales pour réaliser les objectifs visés par les actions concrètes que nous aurons jugées prioritaires pour l'exercice 2014-2015. Occasion pour la ministre de féliciter et d'encourager l'ensemble des acteurs du système éducatif pour les efforts fournis au compte de l'année scolaire 2013-2014. Les directeurs centraux, régionaux et départementaux entendent accompagner les actions du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. L'Éducation nationale a entamé avec Madame le ministre une ascension très qualitative. Ce rythme-là doit être maintenu en renforçant le fond et la qualité du séminaire qui prépare véritablement la rentrée scolaire. Nous avons comme option à l'Éducation nationale l'excellence. Nous pensons que cette année, les efforts seront encore poursuivis pour encore améliorer le système éducatif. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique invite tous les parents d'élèves et partenaires de l'Éducation nationale à respecter la date de la rentrée scolaire prévue pour le 15 septembre prochain. Hier mardi, les inscriptions à la maternelle et au CP1, cours préparatoires première année, ont débuté. Ces inscriptions sont gratuites et vont prendre fin le 12 septembre prochain. Sont concernés les enfants âgés de 3 à 5 ans pour la maternelle et de 6 à 9 ans pour le CP1. Que dire de l'affluence ce mercredi, deuxième jour des inscriptions? Des éléments de réponse avec Moussa Konaté et Laetitia Mangli. 9h30 le mercredi 3 septembre, deuxième jour des inscriptions à la maternelle et au CP1 dans les écoles primaires publiques sur toute l'étendue du territoire ivoirien. À Cocody et Pépé Château, les parents d'élèves traînent encore les pas. L'école n'a enregistré pour l'heure qu'une vingtaine d'inscrits. Il y a pratiquement 27 élèves inscrits. On avait aussi reçu la liste venant de la maternelle qui devait passer de façon automatique dans notre groupe scolaire ici. C'est encore timide puisque c'est pratiquement souvent les derniers jours que les parents se décident. Ils attendent souvent la rentrée. Dans la commune du Plateau, l'école primaire publique RAN n'est pas mieux lotie. Ici, les responsables d'établissement attendent en vain les parents d'élèves. Depuis hier, on a inscrit 5 élèves, du matin au soir. Et ce matin, on n'a rien reçu encore. On a eu la liste aussi de la maternelle, les enfants venant de la maternelle. Chaque année, c'est comme ça, ils traînent les pieds, c'est à la rentrée qu'ils viennent. Quand on veut qu'ils viennent pour qu'on puisse faire le travail maintenant, ce n'est pas que ça perturbe la rentrée. Parce qu'à la rentrée, il faut faire les cours, il faut inscrire, ça fait 2 travaux. Les gens ont pensé les anciens temps. Là où il faut avoir forcément l'argent pour aller à l'école, aller inscrire l'enfant.
De notre jour, ça ne se fait pas. C'est gratuit. Les inscriptions pour l'année scolaire 2014-2015 de la maternelle et du CP1 sont gratuites et concernent les enfants de 3 à 5 ans pour la maternelle et de 6 à 9 ans pour le CP1. Les parents ont donc jusqu'au 12 septembre prochain pour s'acquitter de cette obligation. Intéressons-nous à une forme d'arnaque des individus promettant des places aux différents concours d'accès à la fonction publique envoient des SMS aux populations. Cet acte est dénoncé par les responsables du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Ils mettent en garde ces individus et demandent plus de vigilance à la population. Un site web est mis à la disposition du public pour toutes les informations utiles. Koné Pargasoro, Abou Sanougou. Neveu, envoie-moi vite tes dossiers. J'ai pu obtenir maintenant des places au trésor, à l'INFAS, aux impôts, à la douane, à la SICTA, à la police. Fais vite. Appelle Mme Touré pour payer tes frais d'inscription rapidement. Signé M. Soro Prosper. Des SMS reçus par de nombreuses personnes dans le district d'Abidjan. J'en ai reçu une fois, qui parlait d'un concours à la fonction publique. Et ce message disait qu'il y avait 80 places. Ils ont donné un numéro. On a appelé le numéro. Bon, effectivement, le numéro ne marchait pas. On a vu que c'était une arnaque. L'arnaque. Un fléau qui prend de plus en plus de l'ampleur. Depuis plusieurs semaines, des individus se présentant comme des agents du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative font passer des messages concernant des places à vendre aux différents concours d'accès à la fonction publique. Je voudrais informer les Ivoiriens que tous ces SMS qu'ils reçoivent ne sont pas des SMS qui viennent du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Pour le professeur Joseph Kodjis, des mesures sont prises en vue de mettre hors d'état de nuire ces délinquants. Il invite la population à plus de vigilance avant de les rassurer des dispositions prises par les responsables du ministère pour éviter les éventuels cas de fraude à la fonction publique. Depuis un certain moment, nous avons mis en place un dispositif à travers le système intégré de gestion des fonctionnaires des agents de l'État, donc le SICFAE, qui est un système qui permet de contenir toutes sortes de fraudes. Aujourd'hui, on ne peut plus intégrer la fonction publique vraiment n'importe comment. Le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative exhorte la population à consulter le site web du ministère www.fonctionpublique.igouv.ci pour des informations supplémentaires. Demain, jeudi 4 septembre, se déroulera la première réunion du bureau central de la Commission électorale indépendante, la CEI. Cette réunion vise la mise en place d'un bureau consensuel composé de 6 membres, à savoir un président, 3 vice-présidents, un secrétaire général et un secrétaire général adjoint. À la veille de cette réunion, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a reçu les partis membres de l'opposition en vue de renforcer le consensus sur la mise en place du bureau de la CEI. Il faut rappeler que cette réunion est la toute première du bureau central de la CEI et les discussions se poursuivent. Le siège provisoire du FPI ici à Cocody à Tobon a été saccagé lundi dernier. Une attaque condamnée par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. Aïchatou Mendaoudou était en visite en début d'après-midi dans ses locaux appartenant au Front populaire ivoirien. Léon Brou. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire au siège du Front populaire ivoirien, FPI. Aïchatou Mendaoudou est venue apporter la compassion de son institution à ce parti de la gauche ivoirienne après l'attaque ce lundi de son siège par des inconnus. Une visite aussi pour apprécier les dégâts et la direction du FPI par la voix de Raymond Doyi, vice-président de ce parti, peut signifier aux fonctionnaires onusiens les pertes enregistrées. Presque tout, notamment la mémoire administrative, à travers la destruction du système informatique du FPI, une raison de plus pour Aïchatou Mendaoudou de condamner cette agression. Dire encore une fois, haut et fort, que la démocratie s'exprime par les arguments et non par la force, et condamner de la façon la plus vigoureuse ce qui est arrivé ici. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour lancer un appel aux dirigeants du FPI, aux membres du FPI, pour que ces actes ne puissent pas les décourager dans l'expression de la volonté de paix et de réconciliation nationale. Aussi évoquer les enquêtes ouvertes par le gouvernement pour faire la lumière sur l'attaque du siège du FPI. Ce que nous faisons, c'est encourager les autorités à aller au bout de l'enquête,
à mener une enquête transparente et juste et faire en sorte que les coupables soient identifiés et poursuivis. Objectif, consolidation de la paix, une logique dans laquelle le FPI dit toujours s'inscrire. En tout cas, les dirigeants du parti l'ont confié à la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire. Parlons culture avec le démarrage de la finale du Festival national Vacances Culture. L'événement se déroule à Abengourou dans l'est de la Côte d'Ivoire. 92 groupes sont en compétition dans 12 disciplines. Franck Quadio. Dernier pas d'une répétition débutée depuis plusieurs semaines. Aziz, élève à Abengourou et son groupe engagé en danse urbaine pour Vacances Culture 2014 s'apprête à monter sur scène. Juste à côté, ce jeune styliste pose les dernières agrafes sur sa création. Bon, ce premier modèle, l'appelle le modèle recyclage. Et le deuxième modèle, émergence. Ouais, les sachets, tout ce qui est jeté. C'est la déclaration de la nature. Et je l'ai pris, j'ai formé une tenue avec. Dans la cour, deux jeunes conteurs venus de Sassandra reprennent leur souffle après leur passage sur scène. Derrière elles, vous ne serait-ce qu'à voir l'empreinte de leur pas. Il fallait représenter tout ce qui est union, tout ce qui est solidarité, voilà, dans ce conte-là. Pendant ce temps, dans la salle, Aziz et ses amis sont face au public. Sentiment mitigé après la prestation. On visait la première place, mais avec ce que les gens sont venus nous dire de suite là, déjà il y a eu un peu le moral un peu cassé. Défilé de stylistes, contes et théâtre, danse traditionnelle au menu ce jour. Loin de tout ce vacarme, dans l'enceinte de la mairie, des artistes plasticiens concentrés. Cette jeune fille manie le fer, un matériau qu'elle juge utile pour passer son message. Je trouve que ça sort un peu de l'ordinaire. On a tout le temps l'habitude de voir des personnages habillés ou en plâtre ou en ciment. Et donc c'est pour sortir un peu de l'ordinaire que je travaille avec le fer. Ils sont 17 artistes, sculpteurs et peintres engagés pour le volet art plastique de Vacances Culture 2014. Le festival réunit à Abengourou 496 jeunes. Il prend fin le 6 septembre prochain. Il s'est tenu récemment à Mans l'édition 2014 du Séminaire national islamique. Thème de la rencontre, quelle est la contribution de la jeunesse musulmane dans l'atteinte de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020? Les participants à ce séminaire ont pu avoir une meilleure connaissance de l'islam. Ils ont également pris conscience de leur importance dans le développement économique et social de la Côte d'Ivoire post-crise, nous dit Serge Gangomé. Émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, quelle contribution de la jeunesse musulmane? C'est autour de ce thème que vient de se tenir à Mans le séminaire national islamique 2014. Au thème des travaux, les jeunes musulmans ont réaffirmé leur soutien à la politique de développement du président de la République, Alassane Ouattara. La jeunesse musulmane en Côte d'Ivoire veut prendre sa place dans le développement du pays. Pendant une semaine, plus de 1500 jeunes se sont retrouvés dans la cité des 18 montagnes pour renforcer leurs connaissances en islam et analyser leurs contributions pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Présent à la cérémonie de clôture des travaux, le chargé de mission du président de la République a apporté sa caution à cette initiative des jeunes. Ouattara Lassina a dit être en mission pour prôner le vivre ensemble cher au président de la République. Il a demandé aux jeunes musulmans de cultiver les valeurs d'amour, de paix et de réconciliation. J'ai juste donné des conseils à mes frères musulmans de continuer et de mobiliser la jeunesse. Tout le monde doit s'entendre et de travailler ensemble, comme le président toujours dit. La rencontre de Mans aura permis aux jeunes musulmans de faire leur propre diagnostic et s'armer pour les défis futurs. Au cours de la cérémonie, le bureau régional de l'Association des musulmans sunnites en Côte d'Ivoire a été investi. À l'étranger, l'Afrique fait face à une montée du terrorisme islamiste. Les dirigeants africains réunis au sein de l'Union africaine tentent de trouver une solution à ce problème. Ils se sont rencontrés à Nairobi, au Kenya. Elles sont de plus en plus violentes et particulièrement meurtrières.
Les attaques terroristes sont en nette augmentation ces 10 dernières années en Afrique. C'est le constat dressé lors du sommet organisé à Nairobi par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Mardi, l'institution régionale a réuni pour la première fois plusieurs dirigeants africains pour évoquer le terrorisme, une menace qui suscite de grosses inquiétudes sur le continent. La menace est devenue complexe à cause des liens croissants entre le terrorisme et le crime organisé transnational, plus particulièrement le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains, la prolifération illicite d'armes et le blanchiment d'argent. Sur la façade occidentale de l'Afrique, en Sardine, AQMI et le Moudjahou multiplient des attentats au Nord Mali. Boko Haram sème mort et terreur au Nigeria, au Cameroun et au Tchad. Du côté de la Corne de l'Afrique, Al-Shabaab poursuit son œuvre de déstabilisation de la Somalie et du Kenya. Tous ces groupes terroristes sont dotés d'importantes ressources financières et humaines. Ils entretiendraient de manière plus ou moins formelle des liens entre eux. D'où l'engagement des dirigeants africains d'accroître les moyens de lutte contre ces mouvements. Nous ne devons pas nous compromettre. Et même si nous sollicitons de l'aide des pays d'autres continents, nous devons nous-mêmes être capables de réunir les fonds nécessaires pour venir à bout du fléau. Les chefs d'État s'engagent aussi à renforcer la coopération dans le domaine du renseignement. Le sommet de l'Union africaine sur le terrorisme présidé par le Tchadien Idriss Déby intervient près de 4 mois après l'enlèvement de quelques 200 jeunes lycéennes nigérianes par la secte islamiste Boko Haram. L'État islamique a mis en ligne une vidéo montrant la décapitation du journaliste américain Steven Sotloff 2 semaines après celle de son collègue James Foley par les djihadistes. La vidéo intitulée « Deuxième message à l'Amérique » a suscité l'indignation au sein de la communauté internationale. Washington dit être sous le choc. Au domicile sous bonne garde des parents de Steven Sotloff, en Floride et aux États-Unis de manière générale, les Américains sont encore sous le choc de l'annonce par l'État islamique de l'exécution du jeune journaliste capturé en Syrie en août 2013. C'est dévastateur, il n'y a pas de mots. On ne peut pas décrire ce qui se passe dans leur maison et quels sont leurs sentiments. Véritable mise en scène de terreur et de propagande, le document vidéo diffusé par les djihadistes attestant de la décapitation par égorgement de Steven Sotloff, 14 jours après celle de son collègue James Foley, a été officiellement authentifié par le Conseil américain de sécurité nationale. En déplacement en Estonie, le président américain a exprimé toute son horreur face à ce geste barbare. Nous ne nous laisserons pas intimider. Leurs actes horribles ne servent qu'à nous unir en tant que pays et à renforcer notre détermination à poursuivre la lutte contre les terroristes. Ceux qui commettent l'erreur de faire du mal aux Américains apprendront que nous n'oublions rien, que nous avons le bras long et que la justice passera. Barack Obama a salué le courage et le travail de ce journaliste de 31 ans qui, comme James Foley, a-t-il dit, était attaché au monde arabe et musulman et s'efforçait de témoigner en faveur de peuples réclamant justice et dignité. Il avait de l'amour pour la région, il a pris le temps pour la comprendre, se faire des amis et établir des contacts, apprendre la langue et boire le thé. L'État islamique entendait faire payer aux États-Unis les frappes qui ont permis à l'armée irakienne et aux milices chiites de reprendre aux djihadistes la vie d'Amirli, comme on le voit sur ces images de la télévision irakienne. Il menace désormais d'exécuter un otage britannique. La Côte d'Ivoire va affronter le 6 septembre prochain la Sierra Leone. Ce sera dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2015. L'entraîneur des éléphants, Hervé Renard, et ses poulains ont eu cet après-midi leur première séance d'entraînement. C'était au stade Félix Houphouët-Boigny. Anne-Marie Nguesson et Liane Tapé. Pour ce premier entraînement au stade Félix Houphouët-Boigny, Hervé Renard avait tout son monde. Divisé en 2 groupes, anciens et nouveaux joueurs ont notamment travaillé les mécanismes d'attaque et de défense au cours d'un match après les ateliers. Franck Kessié, Ouattara Ousmane, Eric Thiebi, Dalo Gadji et Roger Claver-Assalé, qui intègrent la sélection pour la première fois, ont eu l'occasion de s'exprimer sur le terrain et en dehors. Avec les aînés et les devanciers, ça va, il y a l'ambiance, il y a la convivialité et puis il nous permet de nous exprimer le plus correctement possible.
Pas d'appréhension et bon état d'esprit des joueurs pour ce match contre la Sierra Leone qui intervient après le mondial brésilien et le premier sous l'ère Hervé Renard. Le plus important pour nous, c'est de prendre les 3 points. Et l'objectif pour nous, c'est de se qualifier pour la prochaine CAN. D'abord, on sera très concentré, mais on va essayer de rester serein pour aborder au plus mieux ce match-là. Il faut essayer de bien se préparer, essayer de trouver les bonnes combinaisons parce que voilà, c'est un nouveau staff qui est là, c'est pas évident maintenant. J'espère qu'on va reprendre présence samedi. Pour l'entraîneur des éléphants, le plus important est de remporter ce match face à la Sierra Leone. Donner satisfaction au public qui a été un petit peu déçu après cette Coupe du Monde, donc de suite remettre les choses au point pour montrer que cette équipe est capable de rebondir. C'est ce samedi 6 septembre que les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent la Sierra Leone dans le cadre de la première journée de groupe D des éliminatoires de la CAN 2015. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée sur RTI1.